Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des polynômes de degré 3 au niveau d'une première technologique. Donc on ne va pas tout voir sur les polynômes de degré 3, on va vraiment se contenter de ce que le programme officiel de première technologique mentionne. Donc à savoir ce qui est actuellement à l'écran, les représentations graphiques des fonctions particulières qui ax associe ax cube et ax associe ax cube plus b. Alors ce sont deux fonctions du troisième degré qui sont un peu plus simples qu'une fonction quelconque du troisième degré. On va aussi voir les racines et les signes d'un polynôme de degré 3 qui va être donné sous la forme suivante. Donc à x on associe a fois x-1 fois x-2 fois x-3. Et enfin les équations de la forme x cube égale c, racine cubique d'un nombre réel positif. Notation c puissance 1 tiers et racine cubique de c. Alors, donc on va commencer par le début, donc les représentations graphiques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les représentations graphiques de fonctions telles que celles qui sont dans le programme? Eh bien, on va pouvoir étudier ça et visualiser ça surtout en regardant un petit peu ce qui va se passer grâce au logiciel GeoGebra. Voilà, donc je change de logiciel et on se retrouve tout de suite. Alors, maintenant que mon logiciel GeoGebra est ouvert, je vais pouvoir tracer des exemples de fonctions. Alors déjà, la première que je vais tracer, je vais tout simplement tracer la fonction cube. Alors la fonction cube, on la connaît depuis la classe de seconde. Et donc, elle a cette forme-là. Donc, elle est toujours croissante, strictement, de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, donc elle a cette forme-là. On voit qu'elle s'aplatit un petit peu en zéro. On notera qu'elle ne descend pas, elle n'est jamais décroissante. Hein. Et elle continue ensuite à remonter de manière assez abrupte. Donc ça c'est pour la fonction y égale x cube, la fonction qui a x associe x cube. Alors maintenant je vais modifier un petit peu cette fonction, mais pour ça je vais avoir besoin d'un curseur, parce que je vais faire varier mon a. Donc voilà, je crée un premier curseur qui s'appelle a, voilà, donc là mon a vaut 1 dans l'état actuel des choses. Je vais donc créer maintenant une nouvelle fonction, qui va s'appeler g par exemple, et je vais dire que g de x est égal à ax au cube. Voilà. Alors, dans l'état actuel de ce que j'ai à mon écran, bien entendu, c'est exactement la même que la fonction f que j'avais juste avant, puisque dans mon cas, tout de suite, on a a qui vaut 1. Donc 1x cube, c'est x cube, c'est la même. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque je vais faire varier mon curseur? Lorsque je fais varier mon curseur, je vais m'apercevoir que la forme va légèrement changer. Alors pas l'allure générale, mais la forme de la courbe va être plus ou moins aplatie, on va dire. Donc voilà, quand on est en 1, on est comme ça. Quand on va se rapprocher de 0, voilà, on s'aperçoit que la courbe s'aplatit. Quand on va monter vers des valeurs de plus en plus fortes, on va s'apercevoir que la courbe se redresse, elle augmente de plus en plus vite. Et enfin, si je passe avec un a négatif, hop, il se passe la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la fonction moins x cube, elle est strictement décroissante. Hein, et donc, quand on est avec un nombre négatif dont la valeur absolue est assez grande, eh bien, on va avoir une courbe qui va se rapprocher de plus en plus de l'axe des ordonnées. Quand on va se rapprocher de plus en plus de 0, toujours en étant négatif pour le a, la courbe s'aplatit. Voilà, donc elle s'aplatit, mais il n'empêche que elle va toujours partir de très très haut, arriver très très bas, et être toujours strictement décroissante. Donc ça, c'est pour l'effet du petit a. Que se passe-t-il maintenant si j'utilise un autre curseur, je vais l'appeler b, qui va varier aussi entre moins 5 et 5, voilà, et je vais créer la nouvelle fonction h. Et cette fonction h, elle va être égale à ax cube plus b. Donc ax cube plus b. Voilà. Donc dans l'état actuel de ce que j'ai à mon écran, mon a vaut moins 0,1 et mon b vaut 1. Alors, quand je vais modifier mon curseur a, les deux fonctions vont suivre à peu près les mêmes évolutions. On voit que la forme reste sensiblement la même. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment qu'est-ce que va faire ce coefficient b sur nos fonctions.
Eh bien, regardons. Donc déjà, quand le b vaut 0, bien évidemment, on a exactement la même courbe. Donc en fait, dans ce cas-là, ma fonction h et ma fonction g, c'est exactement la même. Donc dans ce qui est à l'écran, 3x³ pour les deux. Si ce b, je le fais augmenter, mais en fait, ça ne change pas du tout la forme de ma courbe, ça la déplace juste, ça effectue une translation en fait. Donc voilà, donc si je mets par exemple b qui vaut 4,3, ben la courbe est exactement la même, mais elle vaut, elle est juste 4,3 unités au-dessus de la précédente. De la même manière, si mon b va être négatif, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, on va se retrouver en dessous. Mais ça reste toujours exactement la même forme de fonction que ax³, sauf qu'elle est plus haute ou plus basse. Voilà. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, hein, on a donc si A est plus grand que 0, si A est positif, la forme générale de la courbe de la fonction qui a x associée à ax³ va être à peu près de cette forme-là. Donc quelque chose de strictement croissant qui va s'aplatir en 0 et de nouveau être croissant. Ça c'est pour ax, on associe ax³. Et s'il s'agit de ax³ plus b, alors le b pouvant être négatif, hein, auquel cas ce serait moins quelque chose, ax³ moins 2 par exemple, ou ax³ plus 6, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va prendre exactement la courbe que je viens de dessiner et on va la remonter un peu plus haut, toujours en s'aplatissant au point d'abscisse 0, mais l'ordonnée à ce moment-là ne sera plus 0. Ou alors on peut la mettre un peu plus en dessous si le b va être négatif. Donc ça va donner quelque chose de similaire à ceci. Voilà, donc ça ce serait ax, on associe ax³ plus b, avec b plus grand que 0. Et ici, ax, on associe ax³ plus b, mais cette fois avec b plus petit que 0. Donc ça c'est la première chose, donc quand a est positif. Maintenant si a est négatif, bah, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas se baser sur la fonction x³, mais sur la fonction moins x³. Alors la fonction moins x³, eh bien, elle est symétrique tout simplement de la fonction x³ quand on la trace, ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc elle est strictement décroissante, elle s'aplatit à peu près en 0. Alors mon dessin n'est pas très bien fait parce qu'on a l'impression ici qu'elle est constante alors que ça n'est pas le cas bien sûr. Elle est toujours strictement décroissante. Donc ça me donne la fonction qui a x associe à x³ dans le cas où a est négatif. Et bien entendu, si je dois rajouter ou enlever un nombre constant à la suite de ça, donc ax³ plus b, ou ax³ moins quelque chose, eh bien je vais opérer une translation de ce que je viens de tracer vers le haut ou vers le bas, donc en suivant le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées. Donc ça peut donner par exemple quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors là j'ai mal fait mon dessin parce que j'ai fait une partie qui est remontée alors que ça doit juste s'aplatir. Voilà, donc les dessins seraient mieux faits bien entendu avec un logiciel, mais on les a vus juste avant. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir et c'est vraiment ce qu'on doit être capable de faire avec un brouillon dès qu'on voit une fonction de la forme x associé à ax³ ou alors x associé à ax³ plus b. Donc voilà pour cette première ligne du programme officiel. Donc deuxième ligne du programme officiel, on doit parler des racines et du signe d'un polynôme de degré 3 de la forme a fois x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3. Alors déjà, il faut être convaincu que ceci est un polynôme de degré 3. Alors, pour lequel on n'a pas donné de définition d'ailleurs. Hein. En fait, un polynôme de degré 3, la définition que je vais vous donner, c'est que ça va s'écrire sous la forme ax³ plus bx carré plus cx plus d. Donc ça, c'est un polynôme de degré 3 dans le cas général. De degré 3. Alors la seule chose, c'est que le a doit être différent de 0, puisque c'est le x³ qui fait qu'on est de degré 3. Par contre, le b, le c et le d pourraient être égal à 0 dans l'expression que je viens d'écrire ici. Alors, par exemple, ce qu'on vient de voir à l'instant, pour la fonction qui a x associé à x³, bah, le b, le c et le d valent 0. Pour la fonction ax³ plus b, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de bx carré, il n'y a pas de cx, il y a juste le d qui vaut du coup b,
Donc c'est un changement de notation, hein. Mais voilà, en fait tout va se ramener à ce type de formule. Ça c'est la définition. Alors, on n'en a pas vraiment besoin, hein, puisque les formes que vous verrez en première technologique ne vont pas être celles-là, où on va peut-être les croiser, mais ce sera juste au sein des exercices. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est le calcul littéral, il faut être capable de développer, il faut être capable de réduire, il faut être capable d'utiliser les identités remarquables. Mais en soi, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Alors, donc mon polynôme de degré 3, il est de la forme ax³ plus bx carré plus cx plus d. Et là, donc, on me donne une autre chose, on me donne le fait que a fois x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3 est un polynôme de degré 3. Alors, on peut faire le développement pour s'en convaincre. Il faut bien prendre en compte que le x1, le x2 et le x3 sont des nombres connus. Donc, en faisant un petit essai avec le petit a qui vaut 5, le petit x1 qui vaut 2, le petit x2 qui vaut 3 et le petit x3 qui vaut 4, par exemple, vous pouvez développer et réduire et vous rendre compte que vous allez obtenir en fait quelque chose qui a la forme que je viens d'écrire ici. On va obtenir quelque chose comme ça. Alors, on ne va pas le faire dans le cadre général dans cette vidéo avec les lettres. Ce serait bien trop compliqué, bien trop long et pas très utile. Par contre, on va essayer de se rendre compte que si effectivement c'est égal à un polynôme de degré 3, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer les racines. Alors les racines, pour un polynôme en général, pas forcément de degré 3, c'est les valeurs pour lesquelles ce polynôme vaut 0. Alors on se dit, oulala, un polynôme de la forme ax³ plus bx carré plus cx plus d égale 0, ça c'est une équation qui commence à être assez complexe. Et c'est vrai, c'est très complexe. Sauf que justement, en première technologique, ce qu'on vous donne, c'est des fonctions du troisième degré de cette forme-là. Et c'est ça qui est important, parce que finalement, savoir quand est-ce que cette chose-là vaut 0, donc a fois x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3, savoir quand est-ce que ça vaut 0, c'est en fait particulièrement simple. Alors c'est simple pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit. Et un produit ne peut valoir 0 que si un de ses facteurs vaut 0. Il n'y a pas le choix. Alors comme le a ne vaut pas 0, ça je l'avais dit ici, alors je ne l'ai pas écrit mais je vais pouvoir le rajouter, le a ne vaut pas 0, donc en fait c'est forcément pas le a qui vaut 0, donc c'est soit x moins x1, soit x moins x2, soit x moins x3 qui vaut 0. Ce qui veut dire que quand je vais résoudre cette équation, je vais pouvoir dire que les solutions sont atteintes en fait par la variable x seulement quand x moins x1 vaut 0, ou alors x moins x2 vaut 0, ou alors x moins x3 vaut 0. C'est-à-dire en fait quand x vaut x1, ou alors x vaut x2, ou alors x vaut x3. Donc en fait, ces trois valeurs, le x1, le x2 et le x3 qui apparaissent ici, ici et ici, eh bien ce sont les racines, ce sont les solutions de l'équation a fois x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3 égale 0. Et donc si je sais que un polynôme écrit sous cette forme-là, ax³ plus bx carré plus cx plus d, si je connais aussi la forme comme ça, puisque forcément elle existe, enfin, quand j'ai la forme factorisée qui se trouve ici, je peux forcément, en développant et en réduisant, obtenir l'autre. Donc, si j'ai une égalité comme ça, si on me la donne, si je la trouve dans un exercice ou peu importe, dans ce cas-là, je pourrais forcément retrouver les racines. Il suffira de les lire dans la forme factorisée. Alors par contre, on est bien d'accord qu'il faut connaître la forme factorisée. Alors ensuite, le signe. Alors, pour déterminer le signe d'un produit, alors je vais devoir résoudre cette fois une inéquation. Alors cette fois, je cherche quand est-ce que a fois x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3 est plus grand que 0, par exemple. Alors le cas plus petit, évidemment, ce serait très très similaire à ce que je vais faire maintenant. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir quand est-ce qu'une expression comme ça est plus grande que 0? Eh bien, on se rappelle une petite propriété qu'on a apprise il y a très très longtemps en quatrième, à savoir que le produit de deux nombres de même signe est positif et que le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Et en me servant de ça, je sais que par exemple, si le a est positif, si x moins x1 est négatif, si x moins x2 est négatif et ce x moins x3 est positif, et bien dans ce cas-là, je serai capable de trouver
le signe du résultat. Je vais pouvoir savoir si oui ou non c'est plus grand que 0 ou pas. Alors évidemment, pour ça, il faut savoir quand est-ce que chacun de ces termes est positif ou négatif. Alors pour ça, on va prendre un exemple, parce que sinon, ça va être un petit peu trop obscur. Alors je vais prendre le polynôme qui s'écrit 3 fois x moins 5 fois x plus 2 fois x moins 1. Alors première remarque, je peux trouver ses racines. Donc ça, c'est mon polynôme, je vais l'appeler p de x. Alors les racines, déjà, je vais essayer de les connaître très rapidement. Hein. Elles sont écrites. Je vous rappelle que la forme factorisée, c'est un coefficient fois x moins racine fois x moins racine fois x moins racine. Donc ici, on a la racine 5, on a la racine moins 2, parce que c'est x moins moins 2 qui va donner x plus 2, et on a la racine 1. Voilà, donc ça, ce sont les racines. Si jamais je cherche les racines, elles sont très faciles à lire directement dans l'expression factorisée. Maintenant, si je veux connaître le signe de ce polynôme, alors évidemment, il peut varier hein, suivant les cas, puisque un polynôme du troisième degré va avoir ce type de forme. Donc, soit comme ceci, soit comme ceci. Alors, parfois, il ne va pas être croissant, puis décroissant, puis croissant de nouveau. Il va pouvoir être que strictement croissant, puisque le cas extrême qui correspondrait au cas de gauche, ça va être quelque chose qui s'aplatit mais sans redescendre et qui continue à monter. Donc c'est le cas de la fonction cube. Dans la partie de droite, au lieu de descendre puis remonter puis redescendre, on pourrait très bien descendre puis aplatir puis descendre. D'accord? Donc ce sont les cas extrêmes. Alors, ceci étant dit, revenons au signe du polynôme. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que x-5 est positif ou négatif. Alors évidemment, ce n'est pas toujours la même chose, ça dépend de la valeur du x. Donc, je reformule ma question, quand est-ce que x-5 est positif ou négatif? Alors je vais chercher ça. x-5, quand est-ce qu'il est... Alors je vais chercher quand est-ce qu'il est négatif, parce que par défaut, du coup, il sera positif quand il ne sera pas négatif. Donc x-5 plus petit que 0, ça équivaut à x plus petit que 5. Ça, c'est mes solutions de l'inéquation x-5 plus petit que 0. Je vais faire la même avec x plus 2. Je cherche quand est-ce que x plus 2 est négatif. Bah, c'est quand x est plus petit que moins 2. Et je cherche quand est-ce que x moins 1 est négatif, et ça c'est le cas quand x est plus petit que 1. Je note au passage que les valeurs que j'ai trouvées ici sont les racines en fait du polynôme. Alors maintenant que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc un tableau de signes c'est quoi? C'est on récapitule les signes de tout, et ça nous permet d'utiliser notre règle des signes vue en quatrième pour trouver le signe du produit de tout. Alors, je vais donc avoir le x qui va varier de moins l'infini à plus l'infini, et puis les valeurs qui vont m'intéresser entre moins l'infini et plus l'infini, je vais les mettre dans l'ordre. Il va y avoir moins 2, il va y avoir 1, et il va y avoir 5. Voilà. Ensuite, x moins 5. x moins 5, j'ai dit qu'il était plus petit que 0 quand x était plus petit que 5. Donc partout où je suis plus petit que 5, je vais mettre un moins. Alors je mets le moins au niveau des intervalles. Donc je me le mets entre le moins 2 et le 1, entre le 1 et le 5, etc. En 5, ça vaut 0. Et ensuite, c'est positif. Voilà. Donc là, j'ai récapitulé les signes de x moins 5. Ensuite, je fais pareil avec x plus 2. X plus 2 va être négatif quand x va être plus petit que moins 2. Donc ça va être négatif ici, ça va valoir 0 en moins 2 exactement, et puis ensuite c'est positif, partout. Pareil pour x-1, donc x-1 va être d'abord négatif jusqu'en 1, donc moins, moins. Ensuite, en 1, ça vaut 0, et ensuite, plus, plus. Alors, il y a aussi la question du 3, le coefficient que j'ai mis ici. Alors là, je ne vais pas en parler parce qu'il est positif, et donc vous savez que quand on multiplie un nombre par un nombre positif, en fait, ça ne change pas son signe. Mais si jamais il était négatif, ce que je vous conseille, c'est de remettre la ligne avec le coefficient A, donc là je vais le remettre quand même pour que vous visualisiez bien ce qu'il faut faire. Là, le 3, il est toujours positif, donc plus, 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 plus. Si jamais vous aviez un coefficient négatif, vous le mettez aussi, vous mettez que des moins. Et ensuite, donc fin du tableau, il nous reste à terminer pour donner le signe du produit, donc du polynôme p de x.
eh bien je vais regarder du coup comment ça se passe au niveau de la multiplication. Donc là, je vais multiplier entre moins l'infini et moins 2, un négatif par un négatif par un négatif par un positif. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, moins fois moins, ça va donner quelque chose de positif. Positif fois positif, ça va donner positif. Et positif fois le moins qui se trouve ici, ça va donner négatif. Donc on peut écrire un moins ici. De la même manière, je trouve qu'ici ça fait plus, qu'ici j'obtiens un moins, et qu'ici j'obtiens un plus. Au passage, je m'aperçois que quand je suis exactement en moins 2, je multiplie x moins 5 par x plus 2 qui vaut 0, par x moins 1 par 3. Mais comme on a un produit par 0, en fait, le résultat, évidemment, donne 0. Donc pareil ici et pareil ici. Voilà, et donc je peux conclure en disant que mon polynôme du troisième degré, eh bien il est négatif entre moins l'infini et moins 2, il vaut 0 en moins 2, il est positif entre moins 2 et 1, il est négatif entre 1 et 5, et il est positif entre 5 et plus l'infini. Donc voilà pour déterminer les racines et les signes d'un polynôme du troisième degré. Dernière chose, pour aujourd'hui, on va donc voir les équations de la forme x³ égale c. Alors x³ égale c, ça c'est une équation donc du troisième degré qui va nous faire apprendre une nouvelle notation que vous connaissez déjà un peu en partie. Alors si je vous avais demandé x carré est égal à c, vous étiez capable de me dire depuis la quatrième et le théorème de Pythagore que les deux solutions étaient x égale racine carrée de c ou alors x égale moins racine carrée de c. Voilà, ce sont les deux solutions que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la racine carrée de c est l'opposé de la racine carrée de c, les deux nombres que je viens d'écrire. Eh bien, quand on les met au carré, c'est-à-dire quand on les multiplie par eux-mêmes, ça va donner le nombre c. Eh bien là, x³ égale c, qu'est-ce que ça va donner? Je cherche donc en fait un nombre qui, multiplié par lui-même 3 fois de suite, x fois x fois x, c'est x³, doit donner c. Eh bien ça, on va donner un nom à cette chose-là, on va l'appeler la racine cubique. Et donc, on va dire que dans ce cas-là, x est égal à la racine cubique de c. Alors, ça se note comme ceci, le même signe que la racine carrée, mais on met un petit 3 pour dire que ce n'est pas la racine carrée, mais la racine cubique. Et donc, voilà, c'est la solution de notre équation. Alors, là, je vous écris directement la solution, je vous dis elle fonctionne, mais la question qu'on doit se poser derrière, c'est est-ce qu'on est sûr que ça existe, ça? Quelle que soit la valeur du c, est-ce que je peux calculer la racine cubique? Eh bien la réponse est oui, parce que si vous reprenez votre fonction cube, alors hop, on va refaire un petit dessin, donc la fonction cube qui, je le rappelle, ressemble à peu près à ça. Bon, là c'est très mal fait, mais vous pouvez la faire sur votre calculatrice pour la revoir bien comme il faut. En fait, quel que soit le nombre qui va se trouver sur l'axe des ordonnées, on va pouvoir trouver le nombre correspondant sur l'axe des abscisses. Par exemple, je me place ici, disons que c'est le nombre 8. Je vais aller chercher la courbe, c'est toujours possible, puisque ma courbe elle est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. Donc elle va valoir toutes les valeurs possibles. Donc je pars de 8, je réussis à obtenir ma courbe, et je peux donc en fait trouver ici en bas la valeur de la racine cubique de 8. D'accord? Je veux l'antécédent de 8 par la fonction cube en fait. Et donc en l'occurrence il s'agit de 2. Alors vous pouvez vérifier que 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. D'accord? Donc, cette équation, c'est l'équation la plus simple possible qui utilise des cubes. Alors, parfois, on vous demandera des choses un tout petit peu plus complexes. Par exemple, si on vous demande de résoudre 6x³ est égal à 7, par exemple. J'ai vraiment choisi au hasard. Bien, comment je résous ça? Tout simplement comme une équation normale. J'ai 6x³, moi je voudrais faire que avec x³, parce que c'est ce que je viens d'apprendre. Donc le 6, là, il me gêne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débrouiller pour l'enlever. Comme on a une multiplication 6 fois x³, je veux supprimer cette multiplication, donc je vais opérer une division. Donc je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite, et j'obtiens donc x³ est égal à 7 sixièmes. Alors 7 sixièmes, je n'ai aucune idée de combien ça fait exactement, et puis à vrai dire, ça nous importe peu. Tout ce que je sais maintenant, c'est que le nombre x que je cherche, par définition, c'est la racine cubique de 7 sixièmes, qui existe. Je ne sais pas combien elle vaut, la calculatrice pourrait me le dire, mais cette valeur, elle existe.
et je peux la calculer avec une calculatrice. Alors la racine cubique, il faut savoir aussi qu'il y a une autre notation qu'on peut utiliser, c'est la notation puissance 1 tiers. Alors, je l'explique rapidement. Vous avez donc x puissance cube qui vaut le nombre c. On a dit donc que le x, on pouvait l'écrire racine cubique de c. Donc là, ce que je vous affirme, c'est qu'on peut aussi l'écrire c puissance 1 tiers. Alors pourquoi est-ce que ça marche ça? Tout simplement, si je prends c puissance 1 tiers et que je le mets au cube, je suis en train de dire en fait que c'est c puissance 1 tiers fois 3, c'est-à-dire que c'est c puissance 1, et donc c'est c. Donc ça veut dire qu'il y a une seule solution à mon équation x cube égale c. Cette solution, c'est la racine cubique de c. Mais je m'aperçois que c puissance 1 tiers, ça marche, c'est aussi une solution de l'équation. Donc ça veut dire que c puissance 1 tiers, c'est la racine cubique de c. Donc j'ai bien égalité entre ces deux notations. Voilà, donc ça achève toutes les lignes du programme officiel de Première Technologique que je suis en train de vous remettre à l'écran. J'espère que ça a été assez clair et à bientôt pour une prochaine vidéo.